J'espère que tu n'as pas oublié mon chocolat noir du supermarché. Raisonnablement. C'est quoi ça? Choco Togo. Choco quoi? Choco Togo, c'est du chocolat 100% naturel produit au Togo. Depuis quand est-ce que le Togo produit du chocolat? Tiens, goûte. Mais c'est trop bon! C'est ce que je te disais là. Mais c'est bon! En plus d'être un anti-stress, Choco Togo réduit le risque des maladies cardiovasculaires. Choco Togo est une source de plaisir et diminue la tension artérielle. Retrouvez toutes les gammes de Choco Togo dans les supermarchés, boutiques de vente des produits locaux et les shops des stations. Les élections régionales et législatives sur fond de changement de constitution au Togo sont définitivement rentrées dans l'histoire avec une victoire écrasante du parti L'Union pour la République. Eh bien, si de l'autre côté de l'opposition on dénonce des fraudes massives, de l'autre côté on parle plutôt de plébiscite. Eh bien, l'éditorialiste Sir Adomayakpo parlera d'une ère nouvelle pour le Togo. Nous en débattrons donc tout à l'heure au studio, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Écho du Togo. Sir Adomayakpo, bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Merci de m'avoir invité. Très bien. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Vous savez, tout comme moi, que sur les 8 millions de Togolais, 4 millions se sont inscrits sur les listes électorales et il y a eu 2,5 millions qui se sont exprimés dans les votes. Et donc, l'Union pour la République revient quelque part avec 95% du côté des législatives. En somme, nous pourrions dire que moins de 2 millions de personnes ont voté pour l'Union pour la République et vous parlez de plébiscite. Vous savez, le plébiscite ne se limite pas à la totalité des gens qui sont déclarés comme des électeurs dans un pays. Le plébiscite, on le voit sur la masse globale de ceux qui ont été votés. Vous comprenez? Alors, dans ce cas, dans un pays, tous les électeurs ne vont pas voter. Il y a des gens qui restent chez eux, qui sont des abstentionnistes, voilà, et d'autres qui vont voter. Et c'est dans cette masse-là qu'on voit qu'il y a beaucoup de gens qui ont voté pour le parti au pouvoir. Et le problème n'est pas là. Le problème, c'est de savoir pourquoi ces gens-là ont voté pour le parti au pouvoir. Oui, ben, l'autre problème aussi la question pourrait aussi être posée autrement. À savoir, par exemple, pourquoi tout ce beau monde n'a pas cherché à aller voter? Écoutez, ceux qui ne sont pas allés voter, c'est probablement ceux qui, je dirais plutôt, qui ont été démobilisés par les électeurs de l'opposition. UNIR a mobilisé ses électeurs. Les électeurs d'UNIR sont allés voter. Et je dirais même que quand on regarde bien, on fait une analyse plus profonde, plus scientifique des choses, vous avez parmi les électeurs de l'opposition des gens qui ont migré électoralement vers le parti UNIR. Parce que la démobilisation s'est produite où? C'est ça qu'il faut dire aux gens dans quel camp? Justement, expliquez-nous. La démobilisation, c'était plutôt dans le camp de l'opposition, pour des raisons que vous savez. Oui, mais expliquez-les aux spectateurs. Bon, oui, parce que pour un problème de discrédit. L'opposition est discréditée, selon vous. Évidemment, il faut être objectif. Si l'opposition n'arrive pas à mobiliser, pourquoi est-ce qu'elle n'arrive pas à mobiliser depuis quelque temps déjà? C'est parce que les personnes qui incarnent cette opposition et qui donc ont un discours donné, le discours ne passe plus bien, en tout cas dans leur électorat. Il y a eu des vicissitudes au sein de cette opposition qui ont discrédité les gens qui incarnent cette opposition-là. Donc c'est une question de crédit et de discrédit. Donc, on suppose que sur les 8 millions, moins de 2 millions se sont mobilisés pour aller voter pour le pouvoir. Si je vous comprends très bien, les abstentionnistes seraient des opposants. Est-ce que c'est pas quelque part un peu inquiétant? Non. Je ne dis pas que les abstentionnistes sont tous des opposants. Vous avez des gens dans tous les pays qui ne votent pas, généralement. Donc, il faut pas présenter, c'est pas des choses de façon bilatérale. Vous avez dans un pays des gens qui votent, d'autres qui ne votent pas, d'autres qui ont envie de voter mais qui finalement ne vont pas voter. Il y a tout
plein de choses qui entrent en jeu. Mais dans l'ensemble, ce qu'il faut voir, c'est la tonalité générale. C'est que il y a eu majoritairement des gens qui se sont déplacés pour voter, pour faire un choix. En fait, ça. Et on avait entendu quelque temps avant les élections, à cause de cette modification constitutionnelle, des gens de l'opposition qui ont appelé à sanctionner le pouvoir dans les urnes, c'est-à-dire à faire de ces élections législatives et régionales une sorte de référendum. Vous l'avez entendu, tout comme moi. Bon, et je pense que les résultats sont là. Les gens les ont écoutés, ils ont voté massivement pour le président de la République, qui est le président du NIR, enfin pour le parti au pouvoir. Justement, lorsqu'on parle des gens qui votent massivement pour le président de la République, il y a quand même un contraste saisissant. C'est que nous sommes dans un pays dans lequel vous êtes d'ailleurs au courant et vous subissez d'ailleurs la même chose. C'est-à-dire les coupures d'électricité qui sont devenues monnaie courante, la pauvreté qui est assez visible comme l'œil en plein visage, et puis le dernier rapport Afrobaromètre qui parle de 72% des Togolais qui sont pauvres. Mais la question, c'est de savoir comment est-ce que des gens qui vivent autant de misère peuvent aller voter à 95%. Bon, alors, reprenons les choses dès le départ. Pour ce qui concerne les coupures d'électricité, tout le monde regrette cela. Il y a personne dans ce pays qui se réjouit de cette situation-là. Moi, le premier, le président de la République, évidemment, avant tout le monde. Et ils font tout pour essayer de résorber la situation, en tout cas de la limiter. Mais je vous donne l'exemple du Nigeria, qui est un pays autrement plus riche que le Togo, avec tout ce que l'on sait, les ressources, etc., le pétrole, le gaz, etc. Et c'est un pays dans lequel l'électricité est coupée pendant des jours. Mais c'est le Nigeria qui nous vend le courant. Oui. De réalité. Voilà des paradoxes. C'est un des paradoxes. Un pays producteur de pétrole, nous ne sommes pas producteurs de pétrole et de gaz, etc. Eux sont producteurs de pétrole, de gaz, d'énergie. Et dans leur propre pays, le courant est coupé aux habitants pendant 3-4 jours. Nous, c'est vrai, c'est durant des heures. Et ce sont des heures interminables pour nous. Parce que quand vous êtes en train d'avoir une occupation professionnelle ou privée et que subitement le courant est coupé, c'est une gêne que cela vous occasionne. Donc, et personne ne s'en réjouit. Donc, on est sur la même longueur d'onde en ce qui concerne l'électricité. Personne ne peut s'en réjouir. Personne ne s'en réjouit. Pour autant, la pauvreté. Mais la pauvreté, elle existe au Togo, bien entendu. Personne n'a dit le contraire. Mais le gouvernement, depuis, attention, fait tout pour lutter contre la pauvreté. Il y a plein de systèmes qui ont été mis en place pour, en tout cas, atténuer la pauvreté. Et la pauvreté, par exemple, l'acuité de la pauvreté, il y a 5 ans, n'est plus vraiment la même aujourd'hui. C'est-à-dire que plus ça va, on essaie de réduire quand même la pauvreté par tout un système de FNFI, etc., qui sont mis en place. Faut être objectif, faut reconnaître. C'est vrai que le mal existe. Le mal, de toute façon, n'est pas encore vaincu. Il existe, endigué, mais tout est fait pour essayer de le cerner. D'accord. Je ne peux pas vous dire qu'il n'existe pas. D'accord. Grand citoyen d'État Siraya Domayapo, des vidéos ont circulé pendant la période des élections législatives, des allégations de fraude. Il y a un opposant comme Apevon qui est même monté au créneau lors d'une conférence de presse pour dénoncer des fraudes massives et curieusement bientôt une semaine, aucune enquête n'est ouverte. Est-ce que c'est de nature à crédibiliser les résultats qui sont sortis des urnes? Le nom que vous venez de citer, c'est-à-dire Maître Apevon, il me semble qu'il était candidat lui aussi. Il était candidat à ces élections. A-t-il été élu? Il fait partie des 5 de l'opposition. Bon, voilà. Donc c'est un miraculé, lui. Il y a des fraudes massives, et seul lui et les 4 en ont échappé. Non, moi je ne crois pas en ces histoires. C'est une sornette qu'on ressort à chaque élection. Dès qu'on perd, il y a eu des fraudes. Dès qu'on perd, on perd parce qu'on nous a volé. Bon, écoutez. Est-ce que vous avez vu vous aussi, un peu comme tous les Togolais, les images, non, les vidéos, j'en ai vu dans les groupes. Oui. Bon, moi j'ai entendu parler de montage, des choses comme ça, etc. Mais même si cela a pu exister, écoutez bien le temps que j'utilise. Si cela a pu exister, il faut reconnaître que ça n'est pas la tonalité générale des élections. Mais qu'est-ce qui empêche d'ouvrir, par exemple, une enquête pour pouvoir situer l'opinion? Écoutez, ça n'est pas terminé.
Peut-être que le gouvernement est en train de se saisir de ce problème et qu'une enquête sera ouverte effectivement pour clarifier les choses. C'est pas des choses qui sont en train de cacher. La victoire, elle est sans tâche. Elle est nette. Si à côté il y a pu avoir des bavures ou des choses tout à fait marginales, mais le gouvernement prendra les décisions nécessaires qu'il faut pour que cela ne se reproduise pas. C'est ça. J'ai pris l'occasion de vous lire, comme d'habitude, une ère nouvelle pour le Togo, votre dernier éditorial, et vous parlez de plébiscite de la Constitution. Pour vous, nous sommes en train de rentrer dans la 5e République, et cette victoire écrasante du parti au pouvoir, c'est quelque part également une façon de plébisciter le changement de Constitution. Mais cela me paraît tout à fait évident. Quand vous avez des électeurs qui sont appelés, que ce soit ici ou en Europe, en général, quand vous avez des électeurs qui sont appelés à une élection et que, pendant ce temps, il y a une décision qui a été prise par le pouvoir en place et que cette décision ne plaît pas aux électeurs, par réflexe, qu'est-ce que fait l'électeur? Il sanctionne dans les urnes cette décision qui, a priori, ne lui plaît pas. Or, c'est tout à fait le contraire qu'on a vu. Les électeurs n'ont pas sanctionné dans les urnes cette modification de la Constitution. Sans quoi, oui. Vous avez vu la Constitution? Ben, vous savez bien qu'on a changé de Constitution. Vous l'avez lu, vous? C'est pour ça que je vous pose la question. Non, moi je ne l'ai pas lu, mais on a une tendance. Comment peut-on plébisciter quelque chose qu'on n'a pas lu? Ben oui, mais attends, ils sont pas des idiots. Il faut pas traiter les gens comme étant des imbéciles. On leur a expliqué ce qu'il y a dans cette Constitution. Et vous le savez parfaitement que désormais, il y aura plus le président de la République, et les élections ne se focaliseront plus sur une personne qui a un parti qui va des partis qui vont aux élections législatives et que c'est le parti majoritaire, c'est-à-dire le parti qui aura gagné, au sein duquel il y aura un président du Conseil qui sera désigné, pour lequel les assemblées, le Sénat et l'Assemblée nationale voteront. Et ça, tout le monde dans le pays le sait, tout le monde est au courant que c'est ce qui va se passer. Maintenant, si vous voulez parler des petits détails qui concernent comment les méandres, etc., c'est pas ça qui intéresse les gens. Je vais vous dire la vérité, je vais vous le dire. C'est pas ça qui intéresse. C'est la tonalité générale, les choses qui intéressent. C'est important. La tonalité générale des choses qui intéressent les gens. C'est-à-dire, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que désormais on nous appelle à faire? On nous appelle à faire ci, on nous appelle à faire ça. Maintenant, les détails qui appellent cela, en général, vous savez, les gens qui courent après ce qu'ils vont manger aujourd'hui ou le même jour pour leurs enfants, etc., les petits détails comme ça qui intéressent les politiciens ne les intéressent pas. Eh bien, vous semblez si optimiste lorsque je vous lisais, je l'ai encore lu d'ailleurs ce matin, je vais m'amuser à vous citer légèrement. Vous dites, nous entrer par là même dans une ère nouvelle qui incontestablement est un tournant dans l'histoire politique, sociale, culturelle de notre pays, et l'on peut dire aisément sans crainte de se tromper que la possibilité d'une fantastique transformation de nos sociétés n'aura été aussi grande. Vous semblez très optimiste et toujours dans votre éditorial, vous parlez de dynamisme du pouvoir et de réactivité de l'action en ce qui concerne ce qui va changer dans cette nouvelle République. C'est ça. Nous aurons le dynamisme dans le pouvoir, ce que je vais expliquer. Oui. Le dynamisme dans le pouvoir, la réactivité dans l'action. Ça veut dire quoi? La réactivité dans l'action. Non, le dynamisme dans le pouvoir. Le dynamisme dans le pouvoir, c'est-à-dire c'est quoi? C'est-à-dire, c'est que lorsqu'une décision va être prise, cette décision, elle sera mieux présentée, mieux expliquée aux gens. C'est ça le dynamisme dans le pouvoir. Elle sera d'autant plus à même d'être portée au niveau. Je parle un français tout à fait simplé, pour que tout le monde puisse comprendre ce que je dis. Au niveau des gens pour qui c'est adressé. Ce ne sont plus des décisions qui vont tomber de là-haut sur les gens. Ce sont des décisions qui vont être préparées en amont, plus en amont et plus proche des gens. Et en même temps, cette réactivité du pouvoir. C'est-à-dire que s'il y a une erreur qui est faite, on ne va pas attendre 10 ans avant de la réparer. Dès que une erreur est commise, on la répare automatiquement. Pourquoi? Parce qu'il faut que les effets secondaires ne soient pas néfastes pour les gens. C'est ça qu'il faut comprendre. Est-ce que c'est différent du dynamisme du pouvoir ou bien c'est la même chose? Ben, si vous prenez le tout, donc vous avez le dynamisme, vous avez la réactivité, tout ça vous produit quoi? Une transformation, une audace, justement, une transformation de la société. On va en arriver, mais là, vous expliquez bien, vous posez bien les bases du dynamisme du pouvoir, de la réactivité. Oui. Mais qu'est-ce qui empêchait de faire ça dans la 4e République? Ce qui pouvait, en tout cas, l'alourdir, c'est ce climat délétère.
il faut pas se borner, se fermer les yeux. Il y avait un climat délétère dans le pays où chacun, évidemment, tout ça, au fur et à mesure, va s'en aller, où chacun s'épie, où chacun se soupçonne, où chacun veut le mal pour l'un, pour l'autre, parce que tout le monde est fixé sur une seule élection, c'est-à-dire le pouvoir, la présidence de la République. Vous comprenez? Et puis ce cycle permanent de violence où chacun veut essayer de faire en réalité la peau à l'autre. Ça me permet de dire une chose. Ça me permet de dire une chose. Les gens vont me critiquer, mais je m'en fous complètement. Ça me permet de dire une vérité que les gens doivent savoir. Si le président de la République, Faure Gnassingbé, demain, président du Conseil, n'était pas. Donc c'est lui qui sera le président du Conseil. Je l'espère. Je ne dis pas que ce sera lui. Attention, il ne faut pas me prêter je n'ai pas les dons de fakir, n'est-ce pas? S'il n'avait pas été au pouvoir, s'il n'était pas l'homme de la situation, dans quelle situation nous serons dans ce pays sur le plan de l'entente? Nous serions peut-être là en train de nous faire la guerre. Vous comprenez ce que je veux dire? Il faut que les gens aujourd'hui, ce qui va permettre de comprendre, qu'il faut qu'ils comprennent, c'est que nous avons quelqu'un qui comprend la situation des Togolais, qui, lorsque ces situations s'empirent, lorsque ces situations n'est pas évidente pour eux, et c'est une préoccupation première pour lui, c'est une personne profondément humaine. J'en parle en connaissance de cause. Et les gens, nous avons le mérite, nous gagnerons plus à connaître l'homme. Nous gagnerons plus à connaître l'homme. Vous parlez également, je vous cite toujours, dans la proximité avec le peuple, c'est-à-dire ça fait partie des choses qui vont changer dans la Cinquième République. Bien sûr. La proximité avec le peuple, c'est assez intéressant, mais seulement nous voyons que nous avons un président de la République qui ne parle quasiment, je ne dirais pas jamais, qui parle pas trop souvent, et des fois même présenter le vœu à la nation lors des 31 ou bien 1er, c'est un problème. Et je peux pas vous laisser dire que c'est un problème. Non, je veux juste citer un dernier exemple. Je vous laisse finir. Les derniers 27 avril, là, la date de l'indépendance du Togo. On l'a pas écouté. Est-ce que vous pensez que ça aussi, il faut attendre une 5e République avant que le président ne parle très souvent? Non, ça c'est chercher c'est vrai qu'il y a des moments où c'est pas quelqu'un qui instinctivement parle. C'est plutôt quelqu'un qui est dans la méditation. Voilà. C'est plutôt quelqu'un qui est dans la méditation, dans la réflexion. Et qui est dans l'action. C'est pas, vous avez des gens comme ça. Moi, je parle. Vous parlez. Il y a des gens qui n'aiment pas trop ça, qui ne parlent pas beaucoup, qui agissent. Ben, c'est sa nature. Bon, maintenant, il faudrait peut-être qu'il la force un peu. C'est ce que vous demandez. Qu'il la force un peu plus. Non, ça, il la forcera parce que la fonction, la République, l'exige. C'est pas moi en soi qui demande. C'est les Togolais. Parce que vous savez très bien que, quel que soit son c'est vous qui m'en parlez. Oui, quel que soit le tempérament, lorsqu'on est dans le sens de l'exercice de pouvoir, on surpasse ses tempéraments, on parle à son peuple. Non, pas tous. Moi, j'ai des exemples à vous donner. Tout le monde n'est pas dans la parole. Il y a des gens pour ça. Quand vous avez quelqu'un qui n'est pas porté trop sur le verbe, il est plutôt dans l'action, dans la méditation, il y a des gens dont c'est le rôle d'expliquer ces choses-là. Vous comprenez? On peut pas tout avoir dans la vie. Vous ne pouvez pas avoir tous les génies possibles en une seule personne. Il y a des gens qui ont, des plus et des moins. Donc, l'essentiel, c'est l'équipe, la constitution de quelque chose d'homogène qui fasse que, ça porte vite et plus loin. C'est ça. Quand vous voyez un peu les détails qu'on n'a pas vus d'ailleurs, dont on nous a parlé, il semblerait que le président du Conseil de Bénin sera élu sans débat. Est-ce que ce n'est pas une question, une façon aussi d'aider le président de la République à ne pas trop parler? Est-ce que vous pensez vraiment qu'il va se présenter souvent parler? Il me semble que le débat en amont a eu lieu par les élections législatives. Donc c'est ça que vous appelez débat? Non, je parle au niveau de l'Assemblée. Le débat qui instaure ce système, c'est-à-dire que le président, celui qui sera devenu élu, choisi comme président du Conseil, entre-temps, il y a eu un débat. Si le parti qui a gagné, c'est parce qu'il y a eu un débat entre les autres partis et que les Togolais ont choisi. Donc vous pensez que le débat, c'est lors des élections pour vous? Principalement. Et ben voilà qu'il ne se présentera plus devant le peuple pour demander quel mandat que ce soit. Maintenant, les autres vont faire le job pour lui. Non, il se présentera plus comme président de la République. On l'a pas vu en campagne ces derniers temps. Non. Mais il est toujours présent. Le parti, il est président de parti. Il est président de parti.
Si le parti aujourd'hui a le score que nous avons, on le lui doit au président de la République. Je voudrais vous dire une chose, c'est que toutes les listes qui ont été présentées dans ce pays unir, toutes ces listes ne sont pas. Mais et le président n'ignore pas qui est candidat sur la liste. C'est lui, personnellement, qui a regardé et visionné toutes les listes. C'est lui qui a fait son choix. Donc, il est maître d'œuvre de la victoire. Maître d'œuvre de la victoire, vous parlez de transformation dans la Ve République. En quoi est-ce que la Ve République va pouvoir avoir de l'influence, en tout cas d'avoir des conséquences positivement parlant, bien sûr, sur le panier de la ménagère? Cette idée, justement, nous y venons. Cette idée, je dirais, princière dans la vie quotidienne des gens, dans la vie princière, c'est-à-dire essentielle, dans la vie quotidienne des gens, c'est que le Togolais, comme tous les autres peuples, ont besoin de rêver. Nous avons tous besoin de rêver, même dans la difficulté. Si vous êtes dans la difficulté, vous pensez à quoi? À vous en sortir. Fois, vous vous surprenez en train de rêver d'une autre vie que celle que vous avez. Et vous vous réveillez dans la réalité déconcertante. Justement, c'est pour que cette réalité-là soit une autre réalité, c'est-à-dire une possibilité. Quand vous relisez bien ce que j'ai écrit, je parle de possibilité. C'est-à-dire que nous avons la capacité, la possibilité de transformer notre société. Mais vous avez aussi dit que ça n'aura été aussi grande que maintenant, qu'aujourd'hui même. Parce que je suis sûr que chacun d'entre nous dans ce pays a une envie de s'en sortir, que notre pays soit quelque chose de beau. Mais monsieur Adema, peut-on encore rêver avec Faure Gnassingbé 19 ans après? Il y a encore du rêve? Absolument. Je vous rappelle que Faure Gnassingbé 19 ans après, lorsqu'il est arrivé en 2005. Moi, en 2005, il me semble que j'étais arrivé dans ce pays, j'étais venu. Je fais une confidence. Dès l'aéroport, j'ai voulu repartir. Il fallait c'était un périple de quitter l'aéroport et d'arriver à la maison. Je tombais dans des trous partout, etc. Mais il faut voir ce qui a été fait. Et Faure Gnassingbé n'est pas resté les bras croisés au pouvoir. Il a bossé, il a travaillé. Il faut voir d'où part le pays. De quasi rien. Et le premier mandat, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Le premier mandat a été essentiellement utilisé dans le dialogue intertogolais pour apaiser les choses, pour que les gens puissent se dire, bon voilà, on peut faire quelque chose ensemble. Mais là aussi, on va pas ouvrir ce débat, parce que pour qu'il y ait un dialogue intertogolais, c'est parce qu'il y a eu quelque chose. Certes, on va pas aller sur ce terrain. Certes, que le président de la République lui-même a regretté. Tout cela, c'est-à-dire que il y a des vérités que nous ne pouvons pas ignorer. D'accord? Les Togolais sont des adultes. Ce sont des gens intelligents. On ne peut pas venir leur raconter n'importe quoi. Il faut leur dire les choses telles qu'elles sont. D'accord? Si ce qui a été fait constitue une erreur, on le reconnaît, on évite de le refaire. C'est cette nouvelle façon de faire les choses dont il est question aujourd'hui. Dans la Ve République. Absolument. Et je voudrais vous rappeler aux gens que le chiffre 5 est un chiffre fantastique. C'est un chiffre qui, dans la Bible, stipule l'épanouissement, le bonheur. Et continuons de rêver, je pense que nous sommes près du but. Continuez de rêver avec Faure Gnassingbé. Absolument. Vous êtes près du but. Ouais. Eh bien, je dirais que j'ai pris plaisir à échanger avec vous, mais j'ai l'habitude de laisser quand même quelques secondes, au moins 30 secondes, à mes invités pour qu'ils disent aux téléspectateurs qui nous suivent ce qu'il faudra garder quand on aura peut-être tout oublié. Si vous avez un message particulier avant qu'on... Je voudrais appeler l'attention quand même que les Togolais, nos concitoyens, doivent avoir confiance en leur propre pays. On ne peut pas être dans un pays, être ressortissant d'un pays sans avoir l'esprit de confiance. Nous devons croire en nous, quelle que soit l'urgence, l'état, l'acuité des difficultés. C'est en nous, d'abord, en nos propres capacités, que nous devons croire, avant d'espérer des partenariats avec les autres.
C'est tout ce que je veux leur dire. Croyons en nous. Nous avons des capacités fantastiques dans ce pays. Nous avons des jeunes qui sont des jeunes de talent, des jeunes filles qui brillent. Il y a la matière, il y a de l'or dans ce pays. La matière, c'est du génie dans ce pays. Il y a un génie togolais. C'est ça. Qui peine à émerger. Écoutez, vous croyez que la France a mis combien de temps avant d'émerger? Nous avons le temps pour nous, en même temps, nous avons l'urgence pour nous. C'est à nous de combiner l'urgence et le temps. C'est une énorme philosophie que nous allons aborder, que nous allons réussir ensemble. Aborder, réussir, grand citoyen d'État, c'est un plaisir de vous avoir ici pour la première fois au plateau et j'espère que vous seriez un habitué de ce plateau désormais. Eh ben, je l'espère aussi, j'espère n'avoir pas trop énervé mes contempteurs. Ils apprécieront. Eh bien, je vous dis, c'est un plaisir pour moi aussi de passer ce temps en votre présence et tout en implorant la bénédiction de celui que certains appellent Allah, d'autres dieux, sur vous. Et puisque le grand citoyen d'État a parlé de la Bible, je dirais que la bénédiction du Seigneur Jésus soit sur vous et à la prochaine.